Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où l'on est en érection. Pourquoi n'êtes-vous pas en érection ? Salut, moi c'est Marie et mon rêve dans la vie c'est d'avoir un sac Gucci. Et moi c'est Anaïs et je n'ai jamais mangé de pâté pour chien, contrairement à la majorité des personnages de ce film. Ça fait quelques œuvres déjà qu'on découvre cet endroit, mais cette semaine, on retourne encore une fois à Las Vegas avec Showgirls de Paul Verhoeven, un film de 1995 qui, comme beaucoup de films de cette saison, a connu une trajectoire particulière. Particulière dans le sens où il a été détesté quand il est sorti et depuis, il a été réévalué. Moi, je l'avais déjà vu, Showgirls, pas toi. Du coup, on va écouter ce qu'on s'était dit avant de le regarder. On s'apprête à regarder Showgirls de Paul Verhoeven. Qu'est-ce que tu sais de ce film ? Presque rien, honnêtement. Je vois l'affiche en fait, où c'est une blonde, où on voit juste sa tête et sa jambe sortir. Et tout le reste est en noir. Je sais que c'est par Paul Verhoeven, donc j'imagine qu'il y a pas mal de sexe. Si tu devais imaginer l'intrigue. Une fille qui vient de la campagne et qui décide de faire son trou dans un club de cabaret. Elle s'appelle Ali. Elle crie beaucoup. Et il y a Cher. Il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ok. Quelqu'un qui était au maximum de son buzz au début des années 90. Billy Crystal ? Non. Attends, qui était au maximum de son buzz au début des années 90. Un homme. Il était au minimum de son buzz à quel moment ? Je vais te montrer l'affiche, que tu connais du coup. Ouais, c'est marrant. En fait, cette affiche m'a beaucoup marquée parce que je m'en souviens au vidéoclub. Donc, vraiment, oui, à l'époque... elle fait vraiment partie des affiches. Ouais, elle est hyper connue. Ouais. Alors, il y a la liste des acteurs. Kyle MacLachlan. Mais c'était pas le sommet. J'y ai pensé, mais je me suis dit que c'était pas le sommet quand même, le début des années 80, parce qu'à cause de Twin Peaks. Bah oui. D'accord, mais pour moi, il est toujours aussi célèbre aujourd'hui. Oui, mais son sommet de buzz. D'accord, oui, d'accord. En plus, j'y ai pensé. En fait, entre ça et Showgirls, et il y a eu Dune dans les mêmes années, donc c'était vraiment le moment où il était sur la scène, tu vois. D'accord. Elizabeth Berkley, donc c'est la blonde, j'imagine. Je la connais pas. Et ensuite, les autres, je ne connais personne d'autre. Hein. Glenn Plummer, ça me dit quelque chose, mais je vois pas qui c'est. Ouais, non, les autres, je vois pas vraiment. Partenaire avec les Cahiers du cinéma, donc et France Culture. On est sur du sérieux, là. On est sur du lourd. Bah, Paul Verhoeven, t'as vu d'autres films de lui ? J'ai vu Basic Instinct. Très bien. Pas son meilleur, selon moi, mais certainement le plus connu. J'ai dû en voir d'autres. J'ai pas vu Benedetta. Qui est exceptionnel. Je sais, il faut que je le voie, mais je l'ai pas vu. Et qui serait tellement... Mais bon, comme tous les films de Verhoeven, mais qui serait parfait à décrypter sur chef-d'œuvre au navet. C'est lui qui a fait Elle aussi ? C'est lui qui a fait Elle. Je l'ai pas vu non plus. C'est lui qui a fait Robocop. Ça, c'est possible que je l'ai vu. Il y a au moins une scène de Showgirls qui est vraiment cultissime. Et je pense que dès que tu vas la voir, tu vas dire « Ah mais oui, ça vient de là. » C'est genre un truc qui a inondé la pop culture, qui est un peu comme Carrie et le saut de sang. Mais là, comme ça, il n'y a rien qui te vient. Absolument rien, Anaïs. Moi, j'ai trop hâte que tu découvres ça. Je sais pas, être danse sur un bar ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Tu verras. Ça, c'est Coyote Ugly. Oui, ouais, je sais, mais je me suis dit si ça a inondé la pop culture. Ouais. Ok. On va voir Showgirls et puis on en reparle juste après. J'ai hâte. J'essaie d'imaginer maintenant Billy Crystal dans Showgirls. Ça aurait été bien mieux. Ça aurait été très drôle. Je suis pas sûre. Ah si, moi je pense qu'il aurait apporté une dose de névrose new-yorkaise qui aurait été bienvenue dans ce film. Nous avons donc vu Showgirls. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Oui. En vrai, oui, à Las Vegas. Enfin, je m'attendais pas forcément à Las Vegas, mais ça fait sens que ce soit Las Vegas, c'est des showgirls. Le milieu de la nuit, avec Verhoeven et beaucoup de sexe, oui, enfin, je m'attendais à ça. Pas de surprise ? Non, pas trop. À part la coupe de cheveux de Kyle MacLachlan. Quelles ont été tes impressions sur ce film ? J'ai pas eu d'émotions très fortes, honnêtement. Je pense pas que ce soit un navet. Il y a des trucs qui m'ont plus ou moins plu. Ça vaut le détour, honnêtement. Et je suis contente de l'avoir vu. Ça fait toujours plaisir de voir une œuvre qui est autant rentrée dans la pop culture. Et ça, je le sens vraiment en regardant. Donc ça, c'était cool. Sinon, j'ai pas été renversée. Ni par la nullité, ni par le génie de cette œuvre. Est-ce que tu as compris pourquoi c'est culte ? Oui, parce que c'est camp. Il faut qu'on redéfinisse camp parce qu'on utilise souvent ce mot et vous nous écrivez souvent pour nous demander de redéfinir. C'est un concept qui est un petit peu abstrait, mais qui a été très étudié, qui a été un concept littéraire à la base et qui est censé désigner un décalage entre les intentions sérieuses de quelque chose ou d'une œuvre ou d'une personne et l'interprétation de cette œuvre ou de cette personne qui va être un petit peu risible ou créer un comique décalé.
mais il y a une notion de sincérité dans le camp et depuis, ça a été détourné. Par exemple, quand on parle de l'univers des drag queens, on parle souvent de camp parce qu'il y a une espèce de grandiloquence et de démesure et de ridicule assumé dans le camp, mais à la base, c'est pas forcément toujours assumé. Il y a un petit débat sur à quel point c'est volontaire ou pas. Alors, je dirais que dans le cas de Verhoeven, ici, c'est volontaire. Oui, bien très sûr. clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la sincérité. C'était quoi le film qu'on a vu récemment où il y avait trop de sincérité? The Happening, phénomène. C'est ça, exactement. Là, vraiment, il y en avait trop. Là, on sent qu'il est complètement... il participe à la blague, quoi. Enfin, il a un regard décalé sur ce qu'il filme. Et j'ai compris pourquoi c'était cool, parce que il y a des scènes qui sont complètement folles. Et c'est aussi le fruit d'une époque, c'est-à-dire que c'est très ancré dans son époque au niveau visuel et tout ça. Donc oui, j'ai compris pourquoi c'était culte. Et parce que c'est honnêtement là où c'est camp au sens propre du terme, au sens où il y a de la sincérité, mais il y a un décalage avec le résultat, c'est dans l'interprétation de l'actrice principale, Elizabeth Berkley, qui a pas l'air d'avoir un second degré dans sa façon d'interpréter, mais qui est tellement intense que ça en devient risible, en fait. Et du coup, là, il y a cet aspect-là aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du film, tu as quelqu'un qui est très sincère et ça apporte une dose d'humour, alors que tu sens que le réalisateur lui-même s'amuse, quoi. Ouais. On va en reparler de l'interprétation d'Elizabeth Berkley. Avant ça, est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes ? C'est l'histoire d'une jeune femme, Nomi Malone, qui n'a pas de passé, mais qui a un futur. Et son futur, c'est Las Vegas. Et elle veut devenir danseuse, même si elle ne sait pas danser. Et cette femme est très, très, très intense. Et elle débarque à Las Vegas et elle se fait tout de suite avoir de tous les côtés. Mais en même temps, son intensité l'amène à être hébergée par une meuf. Et puis, elle commence à travailler dans un club. Et grâce à la meuf qui l'héberge, elle commence à travailler dans un show hyper connu. Et en fait, c'est l'histoire de son ascension. Sur le chemin du succès, elle va un peu écraser certaines personnes, mais en même temps, elle a une rédemption aussi, parce que c'est une histoire de sororité. Une sororité où, quand même, tu pousses quelqu'un dans les escaliers avant de découvrir la sororité, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, honnêtement, je vois ce film comme une ascension, en tout cas, un récit de perversion, plutôt qu'un récit de rédemption. Alors, je pense pas du tout qu'elle soit qu'elle ait accès à une rédemption à la fin, et je pense qu'au contraire, surtout quand on voit toute l'œuvre de Verhoeven et le côté très satirique et très noir de la plupart de ses films, je pense que lui, il voit vraiment cette héroïne comme quelqu'un d'hyper pervers et justement qu'on voit comme innocente au début, et en fait, plus le film se révèle et plus elle accède au pouvoir, plus elle est totalement pervertie par ce pouvoir, quoi. Nomi Malone, donc jouée par Elizabeth Berkley, tu la décrirais comment ? C'est comme si elle avait pris 1000 rallye de coke au petit déjeuner, tous les jours de sa vie. Elle est très fatigante. Moi, elle me fait beaucoup rire parce que c'est vrai que, en fait, tous ses mouvements sont exagérés. Et agressifs. Ouais. Enfin, c'est violent. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est agressive avec tout le monde. On va entendre tes multiples réactions aux scènes de Nomi. Oui. Elle va pas bien. Calme-toi, mais elle est complètement... Non mais... Different places. J'adore. Il est tellement intense. Même quand elle mange un burger, elle est hyper intense. Mais... faut prendre un lorazépam, là. Ça fonctionne très bien, le lorazépam. Je lui recommande. En fait, elle parle tout le temps comme ça et elle est vraiment hyper énervée partout. Et c'est ça, à un moment, il y a quand même une meuf avec qui elle va devenir amie qui l'accueille, qui lui offre un repas alors qu'elle vient de tout perdre. Et elle, sa réaction, c'est de manger ses frites en les balançant les unes après les autres. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'elles t'ont fait ? Voilà, qu'est-ce qu'elles t'ont fait, ces frites, en fait ? Mange tes frites, elles sont gratuites. Et sois gentil avec la dame en face de toi. Ce qui est intéressant, c'est que donc, tu disais qu'il y avait une incompréhension autour de sa performance, ou en tout cas qu'elle en donne un petit peu trop. Paul Verhoeven a défendu sa performance et sa performance a été réhabilitée depuis, notamment dans un documentaire qui s'appelle You Don't Know Me et qui essaye de réhabiliter Showgirls et de retracer le parcours très particulier du film qui est maintenant devenu culte et très respecté et admiré par plein de gens. Et en fait, Elizabeth Berkley, c'est vrai qu'elle a été extrêmement moquée au moment de la sortie du film. Elle a même perdu son agent. Son agent l'a lâchée après la sortie du film. Oh, c'est horrible. Parce qu'elle a été défoncée par la critique.
robotique. Et elle a raconté qu'après, elle avait même des agents qui refusaient ses coups de fil. Donc ça a été très, 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 très dur pour elle. Et Paul Verhoeven a toujours pris sa défense et il a même fait un mea culpa en disant que c'était de sa faute parce qu'il lui a demandé de jouer comme ça. Il a employé le mot staccato. Donc vraiment, il a dit qu'il voulait qu'elle ait des mouvements un petit peu robotiques, exacerbés, parce que lui, clairement, il avait une intention comique et satirique et très, très, très grotesque pour le film. Mais du coup, ça a été mal interprété en ce qui concerne son interprétation à elle, sa performance à elle. Les gens pensaient qu'elle jouait mal, alors que moi, maintenant que je sais tout ça et en revoyant le film une deuxième ou une troisième fois, quand je le regarde, je trouve pas du tout qu'elle joue mal, en fait. Parce que ça se voit qu'on lui a demandé de jouer comme ça. On a vu d'autres œuvres au cours d'Amis, on a vu des gens qui jouaient mal. Et en fait, elle, je trouve pas que ce soit une mauvaise comédienne. Et ça m'évoque même pas, tu vois, Mark Wahlberg dans The Happening, où en fait, elle joue une émotion, mais c'est juste qu'elle le joue de manière hyper puissante, sans aucun filtre et sans aucune retenue. Honnêtement, quand tu le vois la première fois et que t'as pas ce contexte, c'est incompréhensible. Oui, bien sûr. Et c'est très, très drôle. Mais en fait, déjà, il y a une constance dans son jeu. Elle est tout le temps à 1000. Ouais. Et je pense vraiment que maintenant que j'ai revu le film plusieurs fois, je suis assez touchée par sa performance parce qu'effectivement, elle donne tout. Tu parlais de Helen Hunt qui avait tout donné dans Un monde meilleur, mais là, elle a donné encore plus. Et clairement, ouais, Verhoeven a dit que c'était un petit peu de sa faute parce qu'il lui a demandé d'avoir une performance qui soit grotesque. Parce que, on va en reparler, mais c'est comme le sexe, c'est-à-dire que il a poussé tous les curseurs à 3000 sur le film. On lui a reproché, mais l'intention, pour moi, elle était volontaire. Il y a une critique qui a dit que critiquer la performance d'Elizabeth Berkley en disant qu'elle n'est pas réaliste, ce serait comme regarder une peinture d'Andy Warhol et dire que les couleurs ne sont pas réalistes. En fait, cette performance, selon elle, c'est une caricature pop art. Qu'est-ce que tu penses de son maquillage ? Alors là, je vais passer pour une vieille boumeuse de merde. Les Gen Z qui nous écoutent vont s'étouffer en m'entendant. Mais désolée, je trouve vraiment que le surlignage des lèvres, qui est de retour à la mode depuis 2 ans à peu près, à cause des Kardashians, mais en fait, en vrai, c'est inspiré des drag queens, très clairement. Ce surlignage devrait rester dans le cadre du drag et ne pas arriver dans la vraie vie parce que c'est horrible. En fait, les lèvres, elles sont délimitées par les lèvres. Mais surtout que là, elle a vraiment ce truc, effectivement, qui date de notre époque à nous, avec un crayon plus foncé que la teinte de ses lèvres et un gloss transparent. C'est affreux. Puis c'est tout gluant là. Enfin, je sens en fait les lèvres qui collent. Tu vois, tu te souviens quand t'avais ça, le gloss où tu sens la sensation du cheveu qui est collé sur ta lèvre pendant le cours de maths. Et t'es là, ah non, mon Dieu, j'ai un cheveu qui est collé. Je pense que l'actrice Elizabeth Berkley, elle est bien plus à son avantage quand elle a moins de maquillage. Et le problème, c'est que dans ce film, elle en a énormément. Après, c'est normal, elle joue une showgirl de Las Vegas, donc c'est normal qu'elle soit pas dans la subtilité, quoi. Elle est maquillée de manière très vulgaire. Elle est vulgaire dans sa manière de s'habiller, de se comporter. Et pour moi, là aussi, c'est clairement volontaire, mais c'est vrai que ça crée un effet trash. Tu peux avoir un style très maquillé et surmaquillé. Je pense à, par exemple, la meuf du neveu dans Les Sopranos ou même à Fran Fine ou des choses comme ça. Il y a des personnages qui peuvent être... Même Carmela Soprano, en vrai, elle est très maquillée ou des choses comme ça. Mais ça leur va bien, en fait, parce que ça les met en valeur. Alors que elle, non. Non, et puis il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'elle a effectivement beaucoup de rouge à lèvres ou de gloss tout le temps, elle est tartinée, hein, mais elle est aussi tout le temps en soutif ou avec une chemise déboutonnée à l'italienne, c'est-à-dire qu'il n'y a que le dernier bouton qui est attaché, quoi. C'est ça, sans soutif dans ces cas-là. Enfin, je trouve que son look correspond à son personnage, donc j'ai rien contre son look. C'est sûr que juste, c'était les lèvres, moi. Oui, bah d'ailleurs, on a même eu une réaction d'effroi en la voyant réappliquer une couche de rouge à lèvres à un moment dans une scène du film parce qu'on était là, non mais c'est pas possible, il faut que tu arrêtes maintenant. Non, c'est vrai. Laisse ce rouge à lèvres tranquille. C'était mignon. Il faut qu'elle soit interdite de rouge à lèvres en fait. Ouais. Il y a un autre personnage féminin très important dans ce film, c'est Crystal, joué par Gina Gershon, que donc tu connaissais pas. Non. Qu'est-ce que tu penses de son personnage ? Comment tu la décrirais, Crystal ? C'est une bombe. En fait, elle ressemble à Raquel Welch et à Eva Mendes. Donc, c'est la trinité des plus belles femmes du monde, quoi. Donc, elle est magnifique. Elle est bi, de toute évidence. Ouais. En fait, j'aime beaucoup son personnage parce que je la trouve surprenante. On s'attend à ce qu'elle soit néfaste et méchante. Et au final, elle n'est pas tant que ça. On s'attend à ce qu'elle essaie d'entraver Nomi à chaque étape de son cheminement. Il y a des moments où elle le fait. Mais la plupart du temps, elle est plus en train de l'encourager de façon détournée ou des choses comme ça, ou de la placer en gros et de la promouvoir, ou en tout cas auprès des hommes qui l'entourent et des choses comme ça. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est parce qu'on comprend qu'elle a aussi une attirance pour elle, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une ambivalence. Elle est quand même assez, elle est séductrice, elle est un peu vénéneuse. Il y a en plus la dichotomie blonde-brune, puisque elle, c'est vraiment la brune un petit peu sulfureuse qui débarque, qui est la méga star. Elle joue dans ce spectacle qui s'appelle Goddess, donc c'est littéralement une déesse. Mais effectivement, elle est attirée par Nomi et donc on sent qu'elle a envie un peu de la prendre sous son aile. Donc il y a aussi un côté mentor, un côté miroir, on va en reparler, un peu comme dans Black Swan, où tu sens qu'il y a une rivalité mêlée d'attraction entre les deux. Mais c'est vrai qu'en plus, Gina Gershon, c'est une actrice qui est captivante, qui est très très belle et aussi très talentueuse. Et c'est vrai que dans ce film-là, elle est parfaite. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'attends à ce que ce soit elle la méchante et Nomi la gentille, en fait, dans un film un peu classique comme Burlesque, par exemple, où t'as Ali et l'autre joué par Kristen Bell. Alors que là, c'est un peu l'inverse, je trouve. Ou en tout cas, c'est bien plus complexe que ça. Mais je trouve que Nomi est bien plus pervertie et bien plus malveillante que Crystal, au final. Et plus crispante. Et en fait, les méchants du film, c'est les hommes, le capitalisme, le sexe, ou en tout cas la manière dont le sexe est un peu corrompu par l'argent. Mais clairement, oui, c'est pas l'une ou l'autre des deux femmes, et ça, c'est assez appréciable, je trouve. Et donc, dans notre trio, il y a un homme, le fameux Kyle MacLachlan. Ouais, alors là, c'est tragique. C'est tragique parce que t'as Kyle MacLachlan au sommet de son sex appeal. Je sais qu'au début de Twin Peaks, pendant les 2 premiers épisodes, j'étais pas convaincue par son sex appeal. Je le sais, tu as douté. J'ai douté, mais depuis, j'ai été convertie. Plus que convertie. C'est une de mes plus belles victoires. Il est magnifique, j'ai un énorme crush sur lui, surtout à cette époque de sa vie. T'as Kyle MacLachlan, tu lui mets une coiffure, on dirait un rideau de douche. C'est pas possible, en fait. On dirait qu'il a la coiffure de Demi Moore dans Ghost. C'est juste, c'est criminel. Ou la coiffure de toutes nos mères dans les années 90. Exactement. C'est criminel. Je pense qu'il y a que Twin Peaks qui a vraiment réussi à sublimer autant son sex appeal, et Portlandia parce que il est naturel avec les cheveux poivre et sel, mais quand on se souvient dans Sex and the City, il était affreux aussi. Et il avait aussi les cheveux très raides qui lui tombaient sur le visage et ça lui allait pas bien. Oui, en fait, il faut qu'il ait les cheveux gominés en arrière. Kyle MacLachlan, qui s'appelle Cooper et qui porte des costards. Non, mais il était né pour être un acteur des années 40 à la Gary Cooper, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou à la Cary Grant. C'est-à-dire qu'il était né pour porter des costumes et avoir les cheveux gominés. Il y a quand même une scène où il est de dos, nu, qui était très appréciable. Oui, tout à fait. C'est un bel homme qui prend soin de lui. On l'a dit, le film se déroule à Las Vegas. C'est intéressant parce que ça se passe à Las Vegas dans les années 90. Et c'est un Las Vegas qui est en train de changer à ce moment-là, qui est assez différent du Las Vegas qu'on connaît maintenant. Et Je connais pas Las Vegas, personne. Moi, je connais. Et en fait, il y a un côté extrêmement sulfureux dans Showgirls qui est voulu. Et il voulait montrer ce changement dans la ville qui a démarré comme Sin City, la ville de la luxure et la ville du cul. Et où il y avait énormément de prostitution, où le sexe régnait absolument. Maintenant, Las Vegas, c'est plutôt les machines à sous et c'est aussi les grands complexes hôteliers où il y a quand même quelque chose de très aseptisé. Littéralement, tu rentres, il fait moins 15 degrés. C'est très, très beau. Il y a plein de boutiques de luxe. Et là, le Las Vegas qu'on voit dans Showgirls, il est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'elle va acheter des robes à Versailles, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup plus de boîtes de striptease qui sont sur le strip de Las Vegas, mitoyens avec les grands hôtels. Et maintenant, c'est vrai que tout ça, ça a été un petit peu relégué à l'arrière-plan. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans Un monde meilleur qui se déroule à peine quelques années plus tard. Il y a une vraie séparation entre ces deux mondes. Et là, Showgirls, c'est le choc total entre ces deux mondes et c'est le moment où Las Vegas essaye de se racheter une image et essayer d'être un petit peu plus respectable avec ces grands spectacles où on nous dit que c'est des spectacles qui font du sexe, qui vendent du sexe, mais qui font semblant que c'est pas vraiment du sexe, qui essayent de masquer ça derrière des chorégraphies, des beaux costumes, tout ça, alors qu'au fond, c'est exactement la même chose. Oui, c'est des meufs à poil. Hein. Et à la fin, quand elle va vers Los Angeles, il y a un discours très clair là-dessus, sur une interrogation, en tout cas, sur le fait que le monde du divertissement n'est que tenter de nous vendre du sexe et de nous titiller, mais de manière de plus en plus respectable. Et ça fait un petit peu penser à The Deuce, la série de David Simon, qui est sortie il y a quelques années, que je vous recommande, qui parlait aussi de ça, en fait, de l'évolution de la prostitution à Times Square, de la prostitution vers le monde de la pornographie, vers le monde du divertissement à Hollywood. Et le fait que tout ça, c'est comme l'homme de Néandertal, ça découle exactement. Non, mais c'est vrai, c'est un peu l'évolution du divertissement et des tentatives de masquer quelque chose qui, au fond, reste
une pulsion de désir très très forte. Et je trouve ça assez fascinant dans Showgirls, en tout cas quand on le voit comme ça. Et ça explique beaucoup le côté très trash, volontairement trash du film, je trouve. Il y a notamment des scènes de danse. Parce qu'elle est danseuse. Oui. Mais elle n'a jamais appris à danser. Non, et puis ces techniques de danse t'ont un petit peu étonnée. Elle n'a pas un grand talent de danseuse, quoi. Enfin, c'est pas... Non. Voilà. Surtout, ce qui a attiré ton attention, c'est le dynamisme des scènes de danse. Ah, c'est violent. Elles sont très, très physiques. Littéralement, après avoir vu ce film, j'ai eu un torticolis. C'est-à-dire que hier, j'ai dû appliquer du Voltaren. C'est quoi ce délire? Mais Anaïs. Mais comment elles ont pas des torticolis à la fin de la soirée? C'est clair. Mais c'est quoi? C'est du Krav Maga ou c'est de la danse? Enfin, je comprends pas en fait. C'est tellement agressif. Mais c'était normal que ce soit aussi agressif à cette époque, la danse? Je pense que c'est l'influence de l'aérobic de Jane Fonda qui est passée par là. Mais moi, je pense qu'il y a une volonté assez claire de grotesque et que ça participe aussi à tout ce qui veut dire sur le sexe et l'objectification de ces femmes. Et moi, je pense pas qu'il veuille que ça ait l'air sexy. Je pense qu'il veut que ça ait l'air grotesque. Honnêtement, je sais pas ce qu'il veut. mais après, je pense quand même qu'il y a un truc dans l'air du temps dans lequel ça se situe quand même, les années 80, début des années 90, où il y avait une forme d'agressivité quand même. Rien que leurs épaulettes étaient agressives, tu vois ce que je veux dire? Il y avait quelque chose de... Même dans la représentation des femmes et la sexualisation des femmes, il y avait quand même même si elles étaient hyper objectifiées, il y avait une espèce d'image de la femme amazone, très grande, perchée sur des talons, avec des grandes épaulettes, des gros cheveux. Et donc, cette danse, ça correspond un peu à ça aussi. C'est-à-dire que c'est une sexualisation hyper agressive, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Crystal n'a pas des danses aussi agressives dans le spectacle. C'est vraiment tous les danseurs de backup qui sont à fond. Mais ouais, j'ai retrouvé la citation exacte de Verhoeven quand il parlait d'Elizabeth Berkley. Il a dit qu'il l'avait incitée à jouer et à danser avec des mouvements très brusques et marqués. Donc clairement, c'est une volonté entière. Mais est-ce que toi, tu trouves ça sexy? Parce que... De quoi, le film ou la danse? La danse. Parce qu'on a eu le débat en regardant le film, parce qu'il y a des scènes de danse qui sont censées être érotiques pour les personnages, c'est-à-dire que eux semblent être excités. Mais nous, quand on le regarde, on l'était pas du tout. Non, c'est pas sexy. Mais après, tu comprends qu'un homme soit excité si une femme se frotte sur lui avec autant d'enthousiasme, disons. D'ardeur, exactement, c'est le bon mot. Donc ça, je peux comprendre, tu vois. Et je pense que, par exemple, en fait, il y a une scène où elle fait un lap dance au personnage de Kyle MacLachlan sous les yeux de Crystal. Et en fait, l'érotisme, il est dans le regard de l'autre, mais on sent qu'elle n'est pas émoustillée par la danse de Nomi Malone, elle est émoustillée par le rapport de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a payé Nomi Malone pour qu'elle fasse une danse, une lap dance à son mec et elle la regarde faire ça. Donc, il y a de l'érotisme là-dedans. Mais dans la façon dont elle danse, non, c'est dangereux. C'est menaçant. C'est un peu ce que tu as dit pendant le film, effectivement. On dirait la tectonique, mais... Non, mais... Elle se loupe hyper fondée, en fait. C'est pas rock, c'est terrifiant. Mais... Oui, d'accord. Et qui a envie de faire l'amour avec ça? Tu te dis, elle va me faire mal ou pas? Tu as tout de suite relevé l'homoérotisme du film, qui est très présent oui, dès le début. C'est difficile de ne pas le relever. Elle est juste là. Désolée, mais la tension sexuelle entre les deux est incroyable. Puisqu'il y a une tension sexuelle très claire entre Crystal et Nomi, beaucoup plus qu'entre Nomi et tous les hommes du film. Parce qu'elle a quand même plusieurs prétendants dans le film, mais elle n'a jamais vraiment d'alchimie avec eux. Par contre, avec Crystal, c'est électrique. Mais pas qu'avec Crystal, avec sa coloc aussi. En fait, dès le début, avec sa coloc, tu sens qu'il y a un truc. Tu te dis, non, mais elles sont tout le temps dans les bras l'une de l'autre, elles sont en petite culotte l'une devant l'autre, elles sont toutes les deux magnifiques. Tu te dis, il va se passer un truc. C'est filmé aussi un peu comme ça, quoi. Là, pour le coup, je vois plus une vision très masculine de deux copines. Oui, mais j'imagine qu'elles sont tout le temps en culotte en train de manger des chips ensemble. Ce qui, pourquoi pas. Hein. Oui, mais du coup, c'est sexualisant. Et du coup, il y a un côté où, au tout début, après, dans le reste du film, non, mais dans les premières scènes entre elles, t'as vraiment l'impression qu'il va se passer un truc entre elles.
Après, avec Crystal, bon, déjà, Crystal a envie de la sauter, très clairement. En fait, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'il joue avec ça beaucoup. Tu sens que ça le titille et que ça l'émoustille, mais il va pas jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que même il nous impose un peu une relation pseudo-romantique avec un mec complètement random qu'elle croise et qu'elle recroise et qu'elle recroise, qui est censé être un danseur, un ancien danseur de la troupe Alvin Ailey, qui est une des troupes les plus prestigieuses aux États-Unis. Lui, il la trouve une super danseuse, apparemment, voilà. Mais même ça, on n'est pas sûr parce que on le voit ensuite refaire le même discours à une autre meuf et oui, bien sûr. On a quand même un peu l'impression, enfin moi en tout cas en le voyant aujourd'hui ce film, je vois vraiment ce personnage comme un fuckboy. C'est marrant parce que dans les critiques de l'époque, il y en a qui disaient que c'était justement un peu le nice guy, tu vois, par rapport au personnage de Kyle MacLachlan. Mais moi en le voyant aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment aucun personnage masculin qui mérite une rédemption dans le film et lui, je le vois comme un manipulateur, tu vois, un peu beau parleur. Oui, qui c'est un beau parleur, plus, quoi. Voilà, plus gentil et plus inoffensif en tout cas que Kyle MacLachlan ou que les violeurs du film, mais qui lui passe un peu la pommade sur le fait qu'elle serait une excellente danseuse alors qu'il veut juste la sauter. Ouais, après, il y a une scène où à la fin, la meuf avec qui il est enceinte, il va l'épouser et tout, et il a l'air désolé. Enfin, ils essaient quand même de lui donner un vernis de mec gentil, quoi, et mec bien. Mais enfin bon, tout ça pour dire que aussi bien avec lui qu'avec Kyle MacLachlan, on va en parler, il n'y a aucune, mais même pas l'once d'une alchimie sexuelle. Enfin, vraiment, il faut sortir les jumelles et tu le vois quand même pas, quoi. Alors qu'avec Crystal, mais ça transpire de tous les pores de ce film. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles couchent ensemble. C'est pas possible. L'humanité les a créées pour qu'elles couchent ensemble. Et du coup, je trouve ça dommage, en fait, parce qu'il va pas jusqu'au bout du truc. Il les fait s'embrasser à un moment, donc, mais ça fait vraiment un peu le fantasme d'un mec qui est émoustillé par les rapports lesbiens, quoi. Et qui, du coup, joue avec ça sans vraiment prendre de risques, parce qu'à l'époque, je pense que c'était quand même beaucoup plus rare au cinéma, mais qui en même temps va titiller tout son public masculin avec ça, quoi. Ouais, je pense aussi qu'il va pas assez loin dans l'exploration de cette idée-là. Après, moi, j'aime bien parce que je trouve que, encore une fois, pour moi, il y a vraiment une opposition entre les hommes et les femmes dans le film et on voit que la seule relation un petit peu plus sensuelle et un peu moins dégueulasse dans le film, c'est la relation qu'elle partage avec les femmes et notamment avec Crystal, alors qu'avec les mecs, le fait qu'elle ait zéro alchimie, j'arrive à le lire comme un truc intentionnel aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé trouver ça hot quand elle est avec Kyle MacLachlan parce que ça relève aussi de la corruption que le film dénonce où en fait elle le fait un petit peu parce qu'elle est censée le faire et c'est ça qui va l'amener à avoir encore plus de pouvoir au sein de la troupe, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose de sincère dans les rapports ou dans l'attirance qu'ils auraient tous les deux. Alors qu'on sent qu'il y a une attirance qui est sincère entre elle et Crystal. Mais c'est vrai que ça aurait été encore plus cool si elles finissaient par se rouler des grosses pelles et partir ensemble toutes les deux loin de Las Vegas, tu vois. Oui, mais bon, c'est vrai que ce serait un peu cliché aussi. Mais oui, ce serait pas le même film. Non, c'est ça. Surtout, en fait, on est censé comprendre quand même dans Nomi et son rapport aux femmes qu'elle n'est pas du tout attirée par les femmes. En fait, elle le dit que ça l'intéresse pas et que c'est plutôt Crystal qui initie ça, alors qu'elle n'est pas curieuse là-dessus. Après, on peut aussi totalement lire le truc comme Nomi est dans le placard et rejette un petit peu Crystal parce que ça l'effraie de ressentir cette attirance-là. Ouais, elle n'a pas l'air trop effrayée par quoi que ce soit non plus. Enfin... non, c'est sûr, surtout pas par les frites et les burgers. Elle les effraie plutôt, mais... ouais, c'est ça. J'étais impatiente que tu découvres le film pour ses nombreuses scènes cultes. Tu l'as dit, c'est des scènes qui, maintenant, ont un petit peu imprégné la pop culture. Est-ce que, quand tu as vu ces 2-3 scènes-là, tu as réussi à identifier tout de suite ces moments comme des moments un peu cultes ? Alors, Versace, je la connaissais pas, cette scène, très clairement. Je savais pas qu'elle était culte, mais tu comprends tout de suite pourquoi elle est culte. Bah oui, c'est génial. C'est-à-dire que Nomi, avec son premier gros chèque, parce que du coup, elle a gagné $500, elle a fait une lap dance à Kyle MacLachlan. Elle a assez d'argent pour acheter une robe chez Versace. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après, quand elle va pour son entretien d'embauche au cabaret où elle veut travailler, à chaque fois qu'on lui dit « t'as une jolie robe », elle dit déjà la marque de sa robe, ce qui, bon, après, ça se comprend, mais c'est très drôle. Et à chaque fois, elle dit « ah merci, c'est une Versace ». C'est une Versace au lieu de Versace. Et ça, c'est très, très marrant. Nice dress. Thanks. I bought it at Versace. Tu connaissais ça? Non, c'est génial. Versace. Oh yeah, Versace. I love Versace. Me too. Okay, you Oh know Marty? non, c'est horrible, la pauvre. Ça, c'est excellent. Ouais, et ça, c'est cultissime. Mais la scène
que j'attendais le plus de te faire découvrir. C'est une scène absolument abominable. Ah ouais, c'est vrai. Une vraie séquence de torture visuelle, sensorielle même, je dirais. Ouais. C'est une scène de sexe, comme on en fait rarement, et comme on en a rarement refait. Et comme on devrait pas en faire. C'est ça. C'est une scène de sexe très, très, très gênante. D'ailleurs, j'étais mortifiée en avance, avant qu'on la regarde. J'avais peur de la revoir parce que honnêtement, ça m'a traumatisée la première fois que je l'ai vue, et je crois que ça t'a un petit peu fait peur aussi. I liked your eyes. Ça va être gênant. Ah, ça va être gênant. Mais ça va être grand. Oh non. Ça va être grandiose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais c'est juste... Non, mais est-ce qu'elle va être humiliée et c'est gênant pour elle, ou est-ce que c'est gênant juste de c'est regarder gênant pour ce film? D'accord. Marie a tout le temps peur d'être hantée, qu'il y ait des pédophiles partout, ou que les personnages soient C'est parce que humiliés. je dis ça, mais t'avais l'air terrifiée, Anaïs. T'étais prostrée sur le canapé à côté et tu sursautais à l'idée de voir cette scène. Donc forcément, je me dis merde, est-ce qu'il va lui arriver un truc horrible? Oui, mais c'est marrant à chaque fois de voir quel est le premier truc que t'imagines. Là, j'avais peur qu'elle soit humiliée, quoi. Ouais. Ce n'est pas ça qui se passe. Est-ce que tu veux raconter ce qui se passe? Ils commencent à coucher ensemble dans la piscine, un peu à la Loana et Jean-Édouard. Il faut l'imaginer, ils sont debout tous les deux contre le bord de la piscine. Lui est dos au bord de la piscine, elle a ses jambes autour de sa taille à lui. Elle le chevauche et en fait, elle commence à le prendre et de plus en plus violemment. Et disons que son corps, c'est un peu comme le pack des loups au début quand elle se fait bouffer par le loup. C'est clair. En fait, d'un coup, elle se transforme en une sorte de poupée de chiffon et en fait, il commence à la balancer de côté en côté. Déjà, on peut s'interroger logistiquement sur la plausibilité de. Mais de surtout cette scène. sur le plaisir qu'il peut en retirer, parce qu'elle ne fait pas des va-et-vient sur lui. Elle est littéralement, c'est comme si il a bougé. Enfin, je sais pas ce que lui ressent. Elle a des convulsions, en fait. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, on s'inquiète un peu pour son mal de dos, quoi. On dirait un peu une scène de L'Exorciste, tu vois. Tout à mais fait. dans une piscine à Las Vegas avec Al McLachlan. Voilà. Oh non. Oh non. J'ai l'impression que ça a été parodié, ce truc, non? Mais enfin! Mais ça a été parodié, ça, je l'ai vu, ça, quelque part. Mais c'est quoi ce truc? Je pense que c'est une de ces scènes qui, même sans avoir été forcément beaucoup reprise ou parodiée, qui a été peut-être beaucoup diffusée dans des bêtisiers ou. Ouais, mais j'ai pas l'impression de l'avoir vu cette scène exactement, mais j'ai vu cette idée de scène. Tu vois ce que je veux dire? Le côté. Alors, je me demande si c'est dans Drag Race ou si ça a été repris peut-être dans un dessin animé, enfin genre South Park ou Big Mouth ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, hein, honnêtement. Mais j'ai l'impression d'avoir que l'idée de cette scène, vraiment, je l'ai vue ailleurs. Alors peut-être que c'est le pack des loups. Hein. C'est ça, ou L'Exorciste. Voilà. Je pense aussi qu'on a toutes les deux travaillé à BuzzFeed et en fait, je pense que c'est une scène qui a été beaucoup citée dans des tops de scènes les plus ridicules ou scènes, tu vois, les plus extrêmes. Moi, je sais que c'est aussi comme ça que j'en avais entendu parler avant de voir le film parce que j'avais dû faire un top des scènes de sexe les plus cultes du cinéma et celle-là en fait partie. Et en fait, elle est très souvent citée parmi les scènes de sexe qui ont un petit peu marqué le cinéma, en bien ou en mal. Plutôt en mal. Donc c'est possible que tu l'aies vu aussi parce qu'on travaille toutes les deux sur la pop culture depuis des années oui. et que tu vois, ça fait partie de ces trucs qui ont totalement imprégné l'histoire de la pop culture et l'histoire du cinéma. Et donc peut-être que tu l'as vu passer et que tu t'en souvenais plus. Si parmi les auditeurs, il y a des gens qui voient à quelle parodie ou autre je pourrais faire référence, faites-nous signe. Pas sur Twitter parce que j'y ai plus accès. Mais ailleurs. Est-ce que tu penses que cette scène a une intention érotique ou pas? Non, alors là, vraiment, encore On est d'accord. son lap dance à elle, on pourrait penser. Mais ça, non, c'est impossible. Enfin, je vois pas qui pourrait être excité par cette scène.
Si vous êtes excité par cette scène, faites-nous signe. Non, vraiment, c'est impossible. C'est grotesque, en fait. Je suis d'accord et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film a été très mal accueilli à sa sortie. Il y a plein de raisons, on va en reparler. Mais je pense que beaucoup de gens avaient une attente sincère d'érotisme et de sensualité en voyant ce film. Et je pense vraiment pas que Verhoeven cherchait à exciter qui que ce soit ou à créer une jolie sensualité. Et je pense honnêtement que c'est rarement le cas dans ses films. Il y a du sexe dans beaucoup de ses films. Il y a de la violence sexuelle aussi dans beaucoup de ses films. Mais moi, je trouve ça rarement sexy, voire jamais. Je pense même que Verhoeven a une vision du sexe, en tout cas du sexe américain, puisque bon, lui, il n'est pas américain. Hein, et beaucoup de ces films-là, les plus commerciaux et les plus connus, sont des satires sur ce que lui perçoit de la culture américaine. Et notamment dans celui-là, pour moi, il y a une vision du sexe comme quelque chose de très malfaisant et de absolument pas sincère et d'un petit peu dégueu et grotesque. Et aussi de sexe comme outil de pouvoir. Et en fait, pour moi, cette scène-là, c'est très clairement ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va sceller, enfin, c'est limite un échange capitaliste. C'est-à-dire que le lendemain, il lui fournit une audition. Elle dit qu'elle savait pas au moment où elle a couché avec lui qu'elle allait avoir cette audition après. Mais symboliquement, dans le film, c'est pas un hasard si ça se produit au même moment. Oui, puis surtout, elle savait pas qu'elle aurait cette audition-là, mais elle sait que c'est un homme de pouvoir qui détient les clés de son accession à un rôle plus important à un moment ou un autre dans le show, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film-là a été donc réalisé par Verhoeven et écrit par Joe Esteras. Et ils avaient tous les deux déjà travaillé ensemble sur Basic Instinct, qui était le film précédent qu'ils avaient fait et qui avait été un énorme succès, qui est le film, je pense, le plus connu de Verhoeven. Donc, ils étaient très en vogue à ce moment-là et ils ont eu carte blanche pour faire Showgirls, ce qui explique aussi la démesure totale du film. Et en gros, l'objectif du film à l'époque, pour les deux, c'était de faire un film à gros budget qui ait une classification interdit aux moins de 17 ans, donc NC-17, et qui n'ait aucune limite sur la sexualité et la nudité, ce qui était très rare à l'époque. Et en fait, ça a été vendu et marketé comme ça, comme le premier film pour une audience de masse, premier film grand public à avoir la classification NC-17, puisque c'était une nouvelle classification. Avant, c'était X, interdit aux moins de 18 ans. Ça a changé dans les années 90. Et donc, ils voulaient que ce soit le premier film avec cette classification qui puisse parler à un grand public. Donc les gens les attendaient au tournant là-dessus et je pense qu'ils attendaient aussi du coup, enfin qu'ils ont tout de suite fait le lien entre sexe et érotisme alors que pour moi le sexe il peut raconter plein d'autres choses dans un film, tu vois. Oui, puis c'est peut-être, après je sais pas, hein, je connais pas Verhoeven personnellement, mais ça fait peut-être aussi partie de son côté un petit peu moqueur. Oui. De justement vendre un film sur le sexe et un film gros budget, mais qui est interdit aux moins de 17 ans, et au final de le faire sur pas un sexe attirant ou émoustillant, mais un sexe repoussant, quoi. Quand on regarde tout le corpus de films qu'il a réalisé, on voit que quand même le ton satirique est toujours présent et qu'il y a quelque chose de très grossier. Et ouais, une vision du sexe qui, pour moi, est pas du tout romantique, en fait, ou belle. Et même dans Benedetta, moi, c'est ça qui m'avait dérangé quand tout le monde critiquait le, entre guillemets, male gaze de Benedetta. Pour moi, en fait, il a juste une vision du sexe qui est très frontale et très grotesque, mais qui est pas sexy. Je pense vraiment pas que lui, il trouve ça sexy, en fait. Et je pense que ça l'amuse. D'ailleurs, lui et Esteras ont tous les deux dit que ça les faisait marrer. Et que donc, si les gens n'avaient pas compris ça, c'est qu'il y avait un problème, quoi. Ce qui peut être un petit peu perturbant, c'est que, à mon avis, toutes ces scènes de sexe sont des scènes qu'on peut lire au second degré et qui d'ailleurs nous ont fait marrer. Mais il y en a une que personnellement je prends très au sérieux et qui n'a pas d'intention humoristique, qui est une scène de viol assez graphique. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un problème de ton en fait dans ce film, c'est-à-dire que le côté second degré et justement dire que ça l'amusait lui et que il y a ce côté-là, et il y a le côté, il essaie de faire un commentaire de toute évidence sur les rapports de pouvoir, les rapports d'emprise, le capitalisme, enfin la monétisation du sexe dans le capitalisme et la façon dont on oppresse les femmes à travers ça. C'est un peu les thèmes qu'on comprend dans son film. Oui. Et donc la scène de viol, elle s'inscrit plus là-dedans, quoi. Mais le problème, c'est que comme le reste du film est complètement sur un autre niveau, c'est-à-dire que c'est marrant en fait, et oui, c'est camp et c'est de quoi nourrir des performances de drag queen, quoi. Bah, quand on arrive à cette scène, c'est très très choquant. C'est-à-dire que d'un coup, on a une scène de viol qui n'est pas suggérée, qui est vraiment montrée. C'est une tournante. Oui, c'est un viol en réunion. Hein. Exactement. C'est une scène très très violente. Après, on retrouve
La fille, c'est la coloc de Nomi qui est violée. On la retrouve dans la scène d'après. Elle saigne, en fait. Elle a du sang qui dégouline entre ses jambes. Elle est dans le coma après, tellement ça a été violent. Donc, tu as cette scène d'un coup, alors que, 15 minutes plus tôt, on était dans une piscine en train de faire n'importe quoi. Et ça, il y a une rupture de ton qui est quand même un peu particulière, quoi. D'autant plus que c'est un des rares personnages du film qui est noir. Oui. Et c'est vraiment le personnage, je pense, le plus pur du film. C'est vraiment elle qui sauve Nomi au début, qui n'a aucune mauvaise intention, en fait, de tout le film. Qui est choquée par l'attitude de sa meilleure pote aussi. Ouais, mais ça a été énormément critiqué quand on le réinscrit, en fait, dans la manière dont beaucoup d'acteurs et d'actrices noires ont été traités par Hollywood, de voir que c'est un des très rares personnages racisés du film qui subit ça, une violence qui est totalement démesurée. C'est d'autant plus choquant et il y a plein de gens pour qui c'est pas passé et pour qui ça passe toujours pas. C'est-à-dire que même des gens qui sont très fans du film disent mais par contre cette scène c'est pas possible. Et t'as l'impression qu'elle est sacrifiée en fait sur l'autel de l'histoire de Nomi et ça je trouve que ça devient un instrument. Et sur le côté personnage racisé, le personnage de son intérêt romantique là qui est censé être gentil et tout ça, j'y ai pensé aussi dans le truc où je me suis dit, en fait, les deux personnages noirs, il y en a un qui finit par renoncer à tous ses rêves parce qu'il a mis en cloque sa copine et qu'il est obligé, en fait, de retourner travailler dans une supérette ou un truc comme ça. Et l'autre qui finit traumatisé, violé et l'instrument narratif de sa coloc qui va la venger. C'est dommage parce que ça ruine un peu... Parce que moi, le film, je le trouve assez fun, il est marrant, quoi. Mais ça, ça laisse un arrière-goût assez dégueulasse, quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Par contre, sur la rupture de ton, moi, je trouve qu'elle fonctionne, mais je pense que c'est aussi parce que je suis peut-être plus habituée aux films de Verhoeven. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ses films et qui suscite beaucoup des critiques à son encontre. C'est-à-dire qu'elle a aussi été extrêmement critiquée. Ça a été qualifié d'apologie du viol par des collectifs féministes. Et pour moi, quand je vois elle... c'est dérangeant, c'est très subversif, mais je trouve pas ça offensant en fait en tant que féministe ou en tant que femme, parce que je comprends tout à fait ce qu'il veut faire et je trouve que là c'est pareil dans Showgirls où la rupture de ton je la saisis déjà, tu vois, par rapport à Phénomène où on comprend jamais quel est le ton qu'il est en train d'adapter, on se dit mais est-ce qu'il est sérieux ou pas. Là justement, tu le disais, la scène de la piscine, on comprend parfaitement que c'est pas sérieux et la scène de viol, à aucun moment on se dit il essaye de nous faire rire ou il est dans du camp. Donc moi, je pense qu'il y a une maîtrise absolue des différents tons. Après, je comprends que ce soit choquant parce que c'est vrai qu'il le fait dans d'autres de ses films, mais c'est toujours un mélange de choses qui sont extrêmement stupides et de choses qui sont extrêmement sérieuses. Et ça peut paraître bizarre de mêler les deux dans le même film, c'est-à-dire qu'il faudrait un peu choisir son camp. Et je pense que beaucoup des défenseurs de Showgirls et de Verhoeven vont dire que justement, il n'y a pas besoin de choisir entre les deux, du moment que c'est maîtrisé. Et moi, je pense que je me rangerais dans cette catégorie-là de dire... il me perd pas. Par contre, après, la violence de cette scène, elle est abominable et elle est difficile à justifier en fait pour l'histoire. C'est-à-dire qu'on a déjà bien saisi l'exploitation sexiste de toutes les femmes du film, donc on n'a pas forcément besoin d'être soumis à une scène d'une telle violence. Elle pourrait se passer hors champ en fait. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir le visuel, quoi. Après, ça c'est une réflexion constante et d'ailleurs c'est intéressant parce que elle a contribué à ça aussi. C'est du rape and revenge aussi, parce que là c'est une séquence rape and revenge puisqu'après il y a une vengeance. Si tu fais une étude du rape and revenge et qu'est-ce qui est acceptable de faire ou pas dans cette catégorie, donc si vous connaissez pas le rape and revenge, c'est un sous-genre cinématographique qui passe beaucoup de temps sur des viols, mais ensuite on est censé accepter le fait d'avoir vu ça parce qu'il y a une vengeance derrière. Il y a eu des déconstructions de ce genre-là récemment avec Promising Young Woman ou d'autres, et pour moi, elle participe aussi à ça. Là, on peut se poser la question, est-ce que ça justifie le fait d'avoir, après cette scène qui est assez jouissive, où Nomi défonce la gueule du violeur, est-ce qu'on avait forcément besoin de voir avant une scène d'une telle violence? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Alors déjà, moi, 2 problèmes avec la vengeance de ce film, c'est que c'est pas la personne violée qui se venge et qui reprend possession un peu de son histoire et qui se venge directement sur l'auteur de son viol, son violeur. C'est sa meilleure amie et il se trouve qu'en plus on est dans un rapport où la victime est noire et sa meilleure amie est blanche. Donc il y a un peu un côté white savior dans cette dynamique-là que je trouve un peu dommage parce que du coup,
T'as vraiment l'impression que le viol de sa pote, c'est juste pour nous montrer un nouvel aspect de la personnalité de Nomi, quoi. Enfin, un nouvel aspect de sa personnalité. Son agressivité, on la connaissait. Oui. Mais aussi... Sa maîtrise des techniques de combat, par contre, est surprenante. C'est ça. Mais surtout, en fait, je trouve pas que la vengeance soit à la hauteur du crime non plus. C'est-à-dire qu'elle se venge physiquement en le frappant parce qu'elle ne peut pas porter plainte, parce qu'elle est empêchée par Kyle MacLachlan et par le système dans lequel elle est, mais en vrai, elle n'est pas vraiment empêchée. C'est-à-dire qu'elle pourrait porter plainte, elle pourrait ramener la police. C'est lui qui lui dit, en fait, il lui fait comprendre que ça va ruiner sa carrière ou quelque chose comme ça. Et du coup, la vengeance qu'elle choisit, c'est d'aller tabasser le mec. Mais le mec, elle l'a tabassé, 3 semaines plus tard, il a quelques bleus et il va bien, quoi. Ça va pas s'arrêter parce qu'elle lui a cassé la gueule, quoi. Et puis, bon, elle lui a cassé la gueule, en fait, ça va. Enfin, pour moi, un homme qui a fait ça, il mérite bien pire. Il faudrait qu'il soit... torché vif ou un truc comme ça. Si tu veux ne pas faire appel à la justice normale, dans ce cas-là, la loi de Talion, tu le tues. Voilà. Mais tu viens de résumer un peu tous les problèmes principaux que j'ai avec les rape and revenge, surtout les rape and revenge de la vieille école. C'est-à-dire que la punition n'est jamais à la hauteur du crime. C'est souvent pas la victime qui se venge, parce que dans beaucoup de rape and revenge, elle est morte, en fait, la victime. Oui. Et donc, par exemple, dans La dernière maison sur la gauche, spoiler, c'est les parents qui vont venger la victime. Mais bon, ça nous ramène pas quand même la personne qu'on a vue être violée pendant hyper longtemps dans le film, parce que les parents, à la fin, tu vois, décident d'être un peu badass pendant 20 minutes. Il y a aussi généralement une différence de longueur sur ces scènes-là. Et en plus, il y a certains films de rape and revenge qui cherchent à émoustiller avec les scènes de viol. Là, je pense que c'est pas du tout le cas non plus. Mais c'est vrai que c'est une scène qui est hyper difficile à regarder. Et c'est celle qui dérange le plus aujourd'hui et où je pense que voilà, même les gens qui aiment beaucoup Showgirls sont assez d'accord pour dire que c'est un peu dur à regarder. Le scénariste, en 1997, donc peu de temps après, mais le film s'était déjà fait défoncer, a dit qu'ils avaient fait d'énormes erreurs sur le film, et notamment que la scène de viol était une erreur affreuse. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... C'est nul! Le film avait beaucoup d'espoir, je l'ai dit, puisqu'il sortait juste après le grand succès de Basic Instinct. Ça a été une catastrophe au box-office. Il avait 45 millions de budget et il n'a fait que 20 millions de recettes aux États-Unis. Donc, gros échec commercial. Et échec critique. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais bon, le film a reçu beaucoup de Razzie Awards, on en a déjà beaucoup parlé. Et Paul Verhoeven, là pour le coup, c'est exceptionnel, est allé récupérer comme Sandra Bullock, son Razzie Award de pire réalisateur. Et ça aussi, j'aime bien, c'est-à-dire qu'il assume en fait vraiment le statut un peu culte et détesté du film. Même s'il a dit que cette popularité culte n'était pas exactement ce qu'il avait en tête, mais qu'il voyait ça comme une résurrection après la crucifixion. Donc il l'a pris avec pas mal de philosophie. Esteras, le scénariste, lui, il a défendu le film en disant que lui et Paul Verhoeven avaient vraiment quelque chose de sombrement drôle en tête, que le script les faisait rire et qu'il mettait au défi quiconque de lui dire qu'une réplique comme « Qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir personne qui t'éjacule dessus ?» n'est pas volontairement drôle. Et il a bien raison. Concernant les journalistes, qu'ont-ils dit ? Roger Ebert a mis 2 étoiles au film, 2 sur 4. Il a fait la critique qui est revenue le plus souvent, c'est-à-dire que pour lui, c'était pas vraiment érotique. Il dit « Showgirls est le premier film adulte à gros budget depuis plusieurs années. Et effectivement, il contient tellement de nudité que les moments les plus sexy sont quand les filles se rhabillent. Si l'intrigue et le script sont juvéniles, par contre, il note que la production est de haut calibre. Et la performance d'Elizabeth Berkley a une énergie féroce qui est toujours intéressante. » C'est le mot. Et il dit surtout, pour être honnête, j'ai apprécié une partie de ce film. C'est trash, oui, mais ça n'est pas ennuyeux. Parfois, c'est même hilarant. Tandis qu'une danseuse se tord de douleur sur scène, un chorégraphe attrape son genou et serre fort. Elle hurle. C'est son genou, conclut-il. Le New York Times a détesté. C'est Janet Maslin qui a écrit la critique et qui a dit que, malheureusement, essayer de faire le film de gros studio le plus salace d'Amérique a mené messieurs Verhoeven et Esteras à créer un classique camp instantané. La surprise est que malgré l'intense sensualité de Basic Instinct, alors là, je sais pas où ils ont trouvé ça, parce que moi je trouve que Basic Instinct, c'est Sharon sensuel. Stone en fait. C'est parce qu'il y a ça aussi, c'est que Sharon Stone, elle est glaciale dedans. En fait, c'est comme si Crystal était une blonde Hitchcockienne dans un autre film. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tandis que là, Crystal était l'héroïne du film. Exactement. Donc, elle dit, la surprise est que malgré l'intense sensualité de Basic Instinct, Showgirls n'est, dans tous les sens du terme, pas très chaud.
Les cinéastes ont déclaré qu'ils exploraient courageusement de nouveaux niveaux de nudité et de sexualité, mais le plus grand risque qu'ils ont pris est de faire un film à 40 millions de dollars dépourvu de gens qui sachent jouer. Après, elle dit, Monsieur Estéraz, elle dit que c'est le Andrew Dice Clay du scénario, donc l'équivalent, je pense, c'est Jean-Marie Bigard. Et elle dit qu'il assomme le public avec des pensées si inlassablement crues que lorsqu'un groupe de chimpanzés envahit les loges et se met à déféquer, le film bénéficie d'un rare instant de bon goût. Tu n'es pas d'accord avec elle ? Je suis d'accord avec toi sur le fait que, de toute évidence, en fait, ils veulent faire un film de mauvais goût. Donc, c'est dommage de souligner ça de façon très premier degré, quoi. Je suis complètement d'accord et pour moi, ça illustre à quel point les critiques sont passées à côté de ce film. Et quand on le revoit aujourd'hui, ça explique pourquoi il est bien plus apprécié. Elle dit d'ailleurs aussi, alors ça, pas très sympa, quant à la comédie, disons juste que Elizabeth Berkley ne sera pas la prochaine Sharon Stone. Elle avait raison. Hein. Ouais, elle avait raison. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Elizabeth Berkley, en fait, elle était surtout connue avant pour avoir joué quand elle était plus jeune, adolescente, dans Sauvée par le Gong. Ah. Le LA Times, pareil, dit que une des plus tristes opportunités ratées, c'est le fait que ce soit interdit aux moins de 17 ans, mais que ça soit pas érotique. Et ça, vraiment, je trouve ça tellement basique comme lecture ou comme déception. 95, en fait. Oui. C'est fait juste 20 ans qu'ils ont découvert le sexe, donc... C'est clair. Mais ouais, c'est une absence d'imagination totale sur comment le sexe peut être utilisé au cinéma. Et bon, c'est un débat qui existe encore aujourd'hui, mais le sexe n'est pas censé faire que nous émoustiller, quoi. En France, Le Monde a écrit... Peut-on se contenter d'un regard surplombant sur une réalité désespérément inhabitée si rien ne vient meubler un récit qui se contente de ses conventions et n'invente que l'idée qu'il se fait de sa propre intelligence ? Là, j'ai envie de dire qui se branle le plus entre Kyle MacLachlan dans le film et cette critique. Mais il y a une phrase de cette critique qui est restée pendant longtemps, c'est le vide, même avec la conscience de la vacuité, reste le vide. Et ça, il y a débat là-dessus. Oui, alors ça, je veux bien. Ce qui est très intéressant, c'est que le film a ensuite a eu une trajectoire assez folle, puisqu'il est devenu maintenant, il est très respecté, adoré par plein de gens. Et je dirais qu'il y a même plus une majorité de gens qui vont défendre Showgirls que l'inverse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà MGM, qui avait distribué le film, a été très malin puisqu'ils ont ressorti le film en salle 1 an plus tard et ils l'ont qualifié de Midnight Movie. Donc, ils ont créé des séances de projection qui étaient ironiques déjà. Donc là, ils ont compris qu'il y avait un potentiel un petit peu culte autour du film. Et ensuite, ce qui a totalement fait tourner le vent, c'est les sorties en vidéo et en DVD. Et d'ailleurs, tu en avais parlé, tu disais que toi, ça t'avait marqué parce que c'était un film de vidéo club. Ouais. Et c'est totalement ça qui a changé la trajectoire du film puisqu'ils ont fait des recettes énormes. Plus de 100 millions de dollars de recettes avec les locations. Et en fait, dans ces DVD, il y avait notamment un commentaire humoristique du film qui s'en moquait un petit peu. Donc, ils ont décidé de surfer sur cette vague-là. Entre-temps, il y a de plus en plus de gens qui ont défendu le film, notamment Jacques Rivette, qui, dans un entretien aux Inrecuptibles, a dit qu'il s'agissait d'un des grands films américains de ces dernières années. John Waters, qui est une figure culte au cinéma, mais aussi dans le monde du drag, puisqu'il a énormément collaboré avec la drag queen légendaire Divine. C'est lui qui a fait Hairspray, il a aussi fait Pink Flamingos et Female Trouble, et il est vraiment, ou Polyester, et il est connu pour une filmographie très très camp et subversive où parfois on mange du caca. Voilà. Donc lui, il a dit que le film était drôle, stupide, de mauvais goût, regorgeant de clichés. En d'autres mots, le film parfait. Il y a des universitaires aussi qui ont étudié le film, et notamment son rapport au genre et au féminisme et au sous-genre de la sexploitation. Et très récemment, il a été totalement réévalué par la critique. Il y a eu un article du Guardian en 2020 que j'aime bien, qui dit que c'est un de ces films qui ne divise pas tant l'opinion qu'il la défie. Le vocabulaire critique pêche face à sa vulgarité transcendante. Le film est-il délibérément mauvais malgré lui, tellement mauvais qu'il en devient bon, ou juste bon? Quoi qu'il en soit, on en parle encore 25 ans plus tard. Et il dit « Il est impossible de planifier le statut culte d'une œuvre, mais Showgirls a accidentellement trouvé la recette parfaite. Un gros budget, mais une intrigue vulgaire. Des dialogues tellement absurdes qu'ils ne demandent qu'à être récités. » Et en exemple, il cite « Ça doit te faire bizarre que personne ne t'éjacule dessus. » Des personnages ridicules, des numéros musicaux somptueux, de la nudité salace, mais absolument pas sexy, et un mélodrame showbiz très premier degré. Le réalisateur du documentaire You Don't Know Me a aussi eu une formule qui est devenue très culte puisqu'il a qualifié le film de masterpiece of shit. Donc un chef-d'œuvre merdique, ça marche moins bien en français. Mais en fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une acceptation totale du mauvais goût du film, mais qui dit aussi qu'elle peut
cohabiter avec le discours très sérieux d'une partie du film, et notamment sur l'exploitation des femmes, mais aussi sur le capitalisme et sur le fait que, à la fin, elle part vers Los Angeles, donc petit clin d'œil vers une carrière à Hollywood. On peut même imaginer qu'il y a un commentaire méta, c'est-à-dire que si le film est lui-même aussi vulgaire et trash et complètement dépourvu de nuances, c'est parce qu'il appartient à ce même système du divertissement qui est l'héritier du porno et du sexe et de la prostitution qu'il dénonce dans le film. Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Naouch ou Chna? Navet ou chef-d'œuvre? Ni l'un ni l'autre. Non, franchement, j'ai passé un bon moment, c'était marrant. Mais je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre non plus, quoi. Tu pencherais plus pour le chef-d'œuvre, quand même? Non. Vraiment pas. Je pense sur le 4 sommet, c'est un 4, tu vois. Ah ouais. Mais après, c'est un 4 qui s'assume, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est ça qui fait qu'on peut le défendre comme chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un chef-d'œuvre camp et c'est un chef-d'œuvre d'absurde. Rien que cette scène dans la piscine, pour moi. Oui, mais pour moi, en fait, le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'ils aillent encore plus loin ou. Je sais pas si ce serait possible. Vraiment, ils se seraient tous pété la colonne vertébrale s'ils allaient plus loin que ça. Si tu devais lister 3 qualités du film. Crystal, qui est vraiment magnifique. Tout à fait. Ensuite, une autre qualité, le sens de lieu est vraiment très très bon. Et il y a des répliques vraiment marrantes. Enfin, Versailles, vraiment, c'est excellent. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Showgirls, le film est disponible partout en VOD. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on revisite un film d'horreur que je n'ai pas vu. Et que moi j'ai vu. Ouais, c'est Souviens-toi l'été dernier, avec Sarah Michelle Gellar. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux, on adore vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Oh, 18+, dis donc. Mais qu'est-ce que tu me montres, toi? T'es pas prête. C'est vrai? Et moi? Tu vas cringer. T'es prête à cringer? Ouais, je suis prête à cringer. Trop bien. J'adore. Non, puis surtout, ne me fais pas croire qu'elle a joui, là. Oui. Ça a duré 3 minutes. Elle s'est juste noyée, en fait. C'est chorégraphie. J'adore. Kamel Wally could never. Même, tu peux avoir une présence sur scène. Par exemple, je dirais que Nicolas Sarkozy a une présence sur scène. Nicolas Sarkozy ne serait pas recruté pour faire un show de Showgirls. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut quand même avoir certains talents de danse. Ça pourrait être fun. Oui, ce serait drôle. Vu les photos que Carla Bruni poste en ce moment,